Les Béninois, le travail de Patrice Talon à la tête du Bénin a généré beaucoup de résultats, point de vue action de développement, et que ça a porté aussi des impacts au sein de la population. Il y a beaucoup de points positifs, tels que par exemple la réforme administrative et institutionnelle. Là, quand même, les populations sont sérieusement impactées et elles le disent, ça il ne faut pas le nier. Et la lutte contre la corruption, la digitalisation de l'administration. Je pense que la digitalisation de l'entreprise, de l'administration au Bénin a été un grand pas. Et je pense que c'est l'une des plus grandes réussites, si vous voulez, du président Talon, parce que cela a supprimé la corruption au sein de l'administration publique. Le président Patrice Talon, par la voix de son porte-parole Wilfred Oumgbédi, a convié 2 de ses homologues de l'Alliance des États du Sahel à prendre part à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Parmi le Mali, le Niger et le Burkina Faso, membres de l'AES, quels pays ont été conviés et surtout pourquoi cette absence remarquée lors d'un événement aussi symbolique que la fête nationale et que révèle ce refus de répondre favorablement à une invitation officielle de Cotonou dans un contexte actuel des relations entre voisins de l'Afrique de l'Ouest, entre autres des questions que nous allons aborder dans cette émission avec notre invité Didier Noureddine Alou. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, Madame Charlotte Guézéré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général d'Africa Dev et nous allons revenir sur cette célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Justement, 65 ans après la cession donc à son indépendance, qu'est-ce que le pays devient ? Bon, en tout cas, pour la célébration des 65 ans d'indépendance, le 1er août dernier, on a vu un défilé militaire, en tout cas bien organisé, une cérémonie bien organisée, bien agencée, avec de très belles couleurs, une fête vraiment grandiose. Mais les images qui ont été mises en avant, c'est surtout l'image d'un pays uni, un pays engagé dans le développement, un pays souverain. Et aussi, les communications officielles qui ont entouré cette cérémonie quand même ont mis en avant un pays dont la démocratie est vivante et que vous avez vu aussi les déclarations du président Talon qui notamment a répété à plusieurs reprises, y compris avec la rencontre de la jeunesse, où il a affirmé encore une nouvelle fois sa volonté de pouvoir assurer l'alternance. Donc globalement, on voit un pays qui projette une image de souveraineté, d'unité, de démocratie engagée pour le développement. Justement, pour certains observateurs, une fête en grande pompe, c'était aussi l'occasion peut-être pour le président de dire aussi, encore une fois, faire ses revoirs au peuple béninois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, en tout cas, ça se comprend pour quelqu'un qui a été focus sur son travail dès le début. Et ce n'est pas une mauvaise chose si le chef de l'État béninois, à la fin pratiquement de son mandat, affiche quand même une belle ambiance. Mais vous concrètement, quel commentaire cela vous inspire sur la forme, la célébration, sous cette forme des 65 ans d'anniversaire de l'indépendance du pays? Mais non, connaissant, bon, pour ceux qui l'aident, beaucoup d'analystes qui connaissent le chef d'État béninois, parle de quelqu'un qui a envie de démontrer encore une fois que bon, vraiment j'ai pu travailler pour mon pays et que maintenant je m'apprête à me retirer. D'ailleurs, la cérémonie a pris tout son sens dans le sens que c'était quand même son dernier défilé à la tête de l'État en tant que chef d'État. Donc il a voulu certainement mettre une touche particulière avec toutes les invitations qu'il fallait. Bon voilà, donc c'est sous cet angle qu'il faut voir donc toute cette fête qui a été organisée autour donc de cette célébration. Et arrivé au pouvoir en avril 2016, Patrice Talon incarnait pour les Béninois l'image d'un nouveau départ. Le bilan de ces 2 mandats à la tête du pays est-il aussi reluisant que la réalité sur le terrain? Est-ce qu'il a été à la hauteur des attentes des Béninois et Béninoises?
En tout cas, à écouter les Béninois, le travail de Patrice Talon à la tête du Bénin a généré beaucoup de résultats, point de vue action de développement, et que ça a porté aussi des impacts au sein de la population. Il y a beaucoup de points positifs, tels que par exemple la réforme administrative et institutionnelle. Là, quand même, les populations sont sérieusement impactées et elles le disent, ça il ne faut pas le nier. Et la lutte contre la corruption, la digitalisation de l'administration. Je pense que la digitalisation de l'entreprise, de l'administration au Bénin a été un grand pas. Et je pense que c'est l'une des plus grandes réussites, si vous voulez, du président Talon, parce que cela a supprimé la corruption au sein de l'administration publique. Avant, au Bénin, il est difficile d'aller se faire établir un passeport, une carte d'identité sans corruption. Mais aujourd'hui, avec cette digitalisation, vous voulez faire un passeport au Bénin aujourd'hui, c'est des rendez-vous, vous faites tout le processus se fait sur Internet, en ligne, sur le site officiel. Et puis, vous prenez rendez-vous, vous partez tout simplement pour poser les empreintes digitales et puis vous avez votre passeport. Donc, je crois que c'est l'une de ses plus grandes réussites. Je pense que la digitalisation, y compris aujourd'hui dans le domaine foncier, tout se fait aujourd'hui. Toutes les demandes, les pièces que vous pouvez demander aujourd'hui au Bénin, tout se fait en ligne. Et puis, donc, il n'y a pas de contact direct entre le citoyen, l'usager, et le fonctionnaire. Donc, ça a beaucoup contribué, n'est-ce pas, à supprimer effectivement donc la corruption. Et puis, l'autre force majeure du président Talon, c'est le suivi et la punition. C'est-à-dire que quand c'est mal fait, et c'est corrigé et que les fonctionnaires qui font mal sont sanctionnés. Donc aujourd'hui, je pense que le fait d'être membre du même parti au pouvoir que le président Talon, le fait d'être son ami personnel, le fait d'être ses parents, amis et connaissances ne vous seront d'aucune utilité si vous faites mal ce qu'on vous a confié. Donc je pense que ça a beaucoup contribué à avoir le résultat. On a pu observer ça, surtout au cours de son deuxième mandat. Mais sur le plan économique, le président Patrice Talon, autrefois homme d'affaires à succès, a-t-il réussi à relever les défis? Ce qui est sûr, son talent d'homme d'affaires l'a beaucoup aidé. Parce que, puisque c'était quand même... Bon, en fait, le président Talon n'est pas du tout étranger à la scène politique béninoise. Non, pas du tout. Depuis fort longtemps, il a travaillé dans l'ombre avec pratiquement tous les régimes qui se sont succédés, y compris déjà avec le président, le feu général Mathieu Kérékou. Il a toujours été là-bas, et il prenait les marchés publics. Donc son atout principal, c'est qu'il connaissait très bien la scène politique dont il était sponsor. Il a contribué à financer les campagnes de beaucoup de dinosaures politiques au Bénin, y compris même le président Yahi Boni. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Donc c'était des amis et il finançait donc les campagnes électorales. Il a participé au succès. Direz-vous qu'il a été l'un des faiseurs de roi du Bénin? Absolument, en tout cas un sponsor officiel, parce qu'il avait de l'argent qu'il mettait à disposition et puis évidemment à la fin il gagnait des marchés en retour. C'est dans ce sillage-là qu'il a évolué. Mais beaucoup de Béninois ne connaissaient pas la figure. On entendait parler de Patrice Talon sans savoir qui il était. Donc c'est à partir de 2016, enfin c'est à partir de son clash avec le président Yahi Boni que beaucoup de Béninois ont découvert qui était vraiment arrivé à mettre un visage sur le nom Patrice Talon. Donc il connaissait très bien le milieu politique béninois, il savait très bien quelles sont les failles. Et je pense que son talent de fin connaisseur, à son avantage tout ça, arrivé donc au pouvoir. Absolument, ça a joué à son avantage parce qu'il connaissait déjà sur quel terrain il marchait et il connaissait surtout les besoins. Et l'une des choses aussi, à mon avis, qui ont beaucoup aidé le président Talon, c'est son atout d'homme d'affaires. Vous savez, pour un homme d'affaires, il n'y a pas le temps à perdre. Il y a ça. Et le plus grand ennemi des affaires, c'est la lenteur administrative, la lenteur dans les formalités. Donc, il connaissait ça. Et vous avez vu l'une des premières réformes quand il a pris le pouvoir, c'était de supprimer les lenteurs administratives. Et pour un homme d'affaires, la corruption, c'est quelque chose qui ralentit donc les affaires. Donc, il s'est attaqué directement à ces deux domaines, la lenteur administrative, la corruption dans les administrations,
en tout cas, dès qu'il est parvenu à supprimer ces deux phénomènes, alors son pouvoir, ou si vous voulez, son action à la tête de l'État a pris une autre dimension. Et à l'occasion de la fête nationale, Patrice Talon a réaffirmé donc sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. Mais selon vous, va-t-il tenir parole quand on sait qu'ailleurs, par exemple en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara avait juré à plusieurs reprises ne pas briguer un nouveau mandat. On en a eu un troisième, puis maintenant un quatrième à nouveau candidat. Est-ce qu'au Bénin, Patrice Talon tiendra parole selon vous? Bon, d'abord, il ne faut pas comparer la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'est un exemple. Absolument. Vous faites allusion à l'ombre des chefs d'État africains qui ne tiennent pas souvent parole en matière d'alternance. Mais si on observe bien, dans la constitution qui est en vigueur en ce moment en Côte d'Ivoire, je pense que le président Ouattara est autorisé à compétir, puisqu'ils ont supprimé de leur loi, de leur constitution notamment, la limitation de mandat. Et c'est ça qui donnait droit aussi à un président comme Laurent Gbagbo. Supprime-t-il pour autant une parole donnée? Oui, mais tout à fait. Donc, il y a ça. Donc, c'est permis en Côte d'Ivoire. Mais au Bénin, ce n'est pas du tout permis par la Constitution. On a l'habitude de dire que le président béninois renonce à briguer un troisième mandat. Mais en fait, ce n'est pas qu'il y renonce, c'est que la Constitution en vigueur au Bénin l'en empêche. Et c'est lui-même qui a fait une réforme à son arrivée pour inscrire dans la Constitution du Bénin, en son article 42 et 44, que nul ne peut briguer un troisième mandat. En fait, nul de sa vie ne peut faire au-delà de 2 mandats. Donc, je pense que c'est fondamentalement cette constitution en vigueur au Bénin qui l'empêche d'être candidat. Maintenant, évidemment, nous sommes en politique. Nous sommes en politique, nous sommes en Afrique, et que effectivement, il y a l'ombre des chefs d'État africains qui, en matière d'alternance, ne tiennent pas parole. Mais surtout, on se pose la question, il ne sera pas candidat en avril 2026. Mais pourquoi alors son dauphin non plus n'est pas encore connu? Apparemment, cela révèle de sa maîtrise du calendrier électoral d'abord, et aussi d'une stratégie pour semer l'opposition. Parce que d'abord, c'est le règlement et le code électoral qui empêche, qui a fixé un timing pour que les candidatures soient connues. Et puis ensuite, il y a le fait que le président Talon, quand même, cherche à placer quelqu'un qui va sauvegarder les acquis et qui va lui permettre d'aller se reposer aussi tranquillement et de garder un œil sur ce qui se fait. Donc quand il dit notamment que bon, il se pourrait qu'il supporte quelqu'un qui forcément ne l'aime pas. Et dans une déclaration antérieure, il a même dit qu'il se pourrait que son candidat soit confondu même avec le candidat de l'opposition. Bon, je pense que tout ça relève d'une communication politique. Et dans aucun pays au monde, le président sortant, en tout cas qui a pu travailler, qui voudrait que ses acquis soient sauvegardés, ne dit jamais qu'il n'est pas intéressé par un candidat qui va... Parlant d'acquis sur la scène internationale, en matière de politique étrangère, quelle appréciation avez-vous avec cette proximité avec la communauté afro-descendante? Au Bénin, quand même, les afro-descendants, le Bénin a été durement frappé par le phénomène de l'esclavage, le commerce triangulaire. Donc, le président Talon a pris sur lui de tendre la main aux afro-descendants, et parce qu'il a remarqué quand même qu'il y avait quand même des compétences dans cette afro-descendance et qu'il fallait les associer à la construction du pays. Donc c'est un choix qu'il a fait, et que ce choix a fait plaisir aux afro-descendants eux-mêmes, et que s'ils peuvent apporter mais en même temps, que quelque chose... répondrez-vous à ceux qui pensent que c'est aussi un moyen pour lui, ou sinon critique le fait que cela ressemble à une stratégie pour peut-être brader aussi la nationalité béninoise? Bon, c'est un débat. Les gens, l'opinion nationale est divisée sur cette question, comme vous le dites. Il y en a qui trouvent que c'est pertinent, mais il y en a qui trouvent que c'est moins pertinent.
Parce que je crois qu'il faut comprendre un peu dans quel esprit tout ceci est fait. Ben, si les afro-descendants, je crois que ce qui intéresse particulièrement le président Talon, en tout cas sur ce point, c'est les ressources humaines. Je pense que c'est plus ça qui l'intéresse. Maintenant, est-ce que c'est pertinent ou pas? On verra avec au fil des années quel sera l'apport de ces afro-descendants dans le développement du Bénin. Et une absence très marquée lors de la célébration donc, de la fête nationale du Bénin le 1er août dernier. Si cette invitation également envoyée aux États de l'AES qui, on va dire, aussi ont brillé par leur absence, pourquoi ce refus? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, d'abord sur l'invitation elle-même, je pense que le Bénin a osé une action diplomatique. Je pense que le Bénin savait très bien que les pays de l'AES ne viendraient pas à son défilé. Et d'abord, je posais la question, quels étaient les pays entre les 3 invités? Les pays invités, c'est le Niger et le Burkina. Parce que c'est eux qui ont une frontière directe avec le Bénin et que c'est avec eux surtout qu'il faut mutualiser les efforts en matière